Now we'll move on quickly to the next speaker, and for those of you who are nervous about the time, we'll just make you aware that we'll go a bit over. We have plenty of time allotted for lunch before the afternoon session starts, so we can let each of the speakers have a good, full presentation. So let me introduce you now to Vincent Jacques, who is at the École nationale supérieure de l'architecture in Versailles, and also the Collège international de philosophie in Paris, I think, if I'm not mistaken, and is, among other things, a specialist on Deleuze. So now we're kind of putting together a bit of the constellation of thinkers that Patrice Manillier presented in his excellent overview of these shifts in thinking and continuations in thinking. So thank you very much. Merci à vous. Donc moi je vais revenir un peu plus particulièrement sur un penseur qu'on a évoqué, c'est-à-dire Gilles Deleuze, plus particulièrement sur deux penseurs, Gilles Deleuze et Guattari, parce que, bon, je ne sais pas si vous savez, Deleuze a coécrit des livres avec Félix Guattari à partir de 1972. Donc, je vais essayer de montrer la conception de l'événement et comment Deleuze a retravaillé son concept de l'événement à partir d'une réflexion sur mai 68. Et si on a le temps, je vais finir sur une notion politique, d'après moi intéressante, du travail de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire le concept d'agencement collectif. Donc, en 1984, Gilles Deleuze et Félix Guattari publient un texte intitulé « Mai 68 n'a pas eu lieu » dans la revue Les Nouvelles littéraires. Donc, c'est un titre à double sens. Le sens le plus évident, qu'on connaisse, qu'on soit initié ou non à la pensée des deux auteurs, c'est celui d'un titre un peu ironique. Mai 68 n'a pas eu lieu, c'est-à-dire il ne s'est rien passé en 68, rien d'important, si ce n'est que l'agitation de jeunes rêveurs. Donc pas la peine d'en faire tout un plat, il faudrait liquider ce souvenir qui a bien trop duré. On comprend donc que les deux auteurs vont nous montrer le contraire, que l'article va démontrer en quoi mai 68 reste un moment important dans l'histoire contemporaine. Le deuxième sens du titre est philosophique. Effectivement, mai 68 n'a pas eu lieu car, je cite les auteurs, il est de l'ordre d'un événement pur. Donc, comme dit le texte, avoir lieu, c'est de l'ordre de la causalité historique. Mai 68, postulent les deux auteurs, n'est pas de cet ordre. En fait, ce qui est mobilisé ici, c'est la théorie de l'événement que Deleuze élabore en 69 dans Logique du sens, à partir, entre autres, de la philosophie des stoïciens, donc un concept qui est très éloigné des préoccupations politiques de la fin des années 60, même si personnellement il s'intéresse au mouvement 68. Le militant politique des deux auteurs, c'est Félix Guattari. Quand éclate le soulèvement en mai 68 à Paris, il est déjà engagé dans une pratique militante, dans une pratique militante de la psychiatrie à la clinique de la Borde, en région parisienne. Donc il participe avec entrain au soulèvement de 68 et avec des compagnons, il va d'ailleurs occuper l'Institut pédagogique national à Paris et Guattari avec sa bande vont aussi soutenir l'occupation du théâtre de l'Odéon, qui est un des grands théâtres parisiens. Sinon, bien sûr, quand on pense à l'effet 68 chez les deux auteurs, on pense à l'Anti-Oedipe, ce grand livre de 72 écrit à quatre mains qui vise à dépasser le freudo-marxisme, un grand succès de librairie et un objet de méprise sur... On a pris ce livre comme le livre du désir débridé et de la fête, de la libération sexuelle, même si ce livre était beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est que malgré tout, en 72, déjà, en France, l'époque avait changé. On commençait déjà à réduire mai 68 à la question de la libération sexuelle.
Et c'était un prélude aux critiques actuelles de 68 qui réduit 68 à l'avènement de l'hédonisme consommateur des élites mondialisées. Donc, retournons au texte. Mai 68 n'a pas eu lieu. Essayons de comprendre comment les auteurs développent la théorie de l'événement pour appréhender un moment de l'histoire contemporaine. Le texte commence ainsi, je cite. « Dans des phénomènes historiques comme la Révolution de 1917, il y a toujours une part d'événements, irréductibles aux déterminismes sociaux, aux séries causales. Les historiens n'aiment pas bien cet aspect, ils restaurent des causalités par après. Donc, qu'est-ce donc que cette part d'événements en rapport avec le temps linéaire de l'histoire et sa causalité, mais qui ne se réduit pas justement à ce temps linéaire ? Je cite encore, l'événement lui-même est en décrochage, il faut retenir les mots, décrochage ou en rupture avec les causalités. C'est une bifurcation, une déviation par rapport aux lois, un état instable qui ouvre un nouveau champ possible. Donc, ce qu'inscrit la causalité, la causalité dans le cours de l'histoire laisse des traces. Donc, celles-ci peuvent durer, elles sont plus ou moins éphémères, mais d'autres traces apparaissent sans cesse et viennent se recouvrir les unes les autres. Ça, c'est l'ordre, selon les auteurs, de la causalité historique. L'événement, lui, instaure un décrochage temporel, c'est-à-dire qu'il ouvre une nouvelle perspective, qu'il ouvre sur de nouveaux possibles. Je cite les auteurs à nouveau. En ce sens, un événement peut être contrarié, réprimé, récupéré, trahi. Il n'en comporte pas moins quelque chose d'indépassable. L'événement a beau être ancien, il ne se laisse pas dépasser. Il est ouverture du possible, il passe à l'intérieur des individus autant que dans l'épaisseur d'une société. Donc pour bien comprendre en quoi un événement, ici entendu dans le sens de ce qui surgit dans le cours ordinaire de l'histoire, c'est-à-dire dans ce régime de causalité, de cause à effet, pour comprendre en quoi un événement peut inscrire un tel décrochage dans le cours du temps, et surtout dans le cours du temps collectif, tel que les deux auteurs le qualifient d'indépassable, il faut revenir un peu en arrière et comprendre comment Deleuze développe autour de 68 la notion d'événement à partir d'une réflexion élaborée dans une optique bien éloignée de toute préoccupation politique. En effet, en 1969, Deleuze développe la question du sens et du temps achronologique ou non chronologique, compris comme événement à partir de nouveaux partages qu'établissent dans l'Antiquité les philosophes stoïciens entre le domaine des causes corporelles et leur mélange et le domaine des effets incorporels qui en découlent. Logiciens et matérialistes, les stoïciens coupent en deux la relation causale, séparent deux séries de causalités. Donc il y a l'ordre des causes, celle des corps et leur causalité mutuelle dans la profondeur de la chair, et celle des effets qui communiquent entre eux autrement, une quasi-causalité des incorporels qui n'existent pas mais insistent dans le réel. Donc selon les stoïciens, seuls existent les corps s'entrecausant les uns les autres, au-dessus desquels flottent les effets incorporels et leur conjugaison paradoxale. Comme le dit l'historien de la philosophie Émile Breillet, dont Deleuze se sert pour élaborer sa conception de l'événement, donc Émile Breillet dit « Les incorporels ne sont pas un nouveau monde ajouté au monde des corps, mais comme la limite idéale et irréelle de leur action. » Selon les stoïciens, au monde des corps et de leur mélange correspondent le présent, chronos en grec, le temps, le chronos, et au domaine des incorporels, l'aion, éternité qui comme telle n'existe pas, puisque n'existe dans le présent que des mélanges corporels. Donc l'aion en grec, c'est l'éternité, c'est à la fois l'absolu du temps et c'est à la fois l'absence de temps. On sait que les stoïciens aiment bien les paradoxes. Donc pour Deleuze, c'est deux ordres de temporalité que Deleuze
assimile à sa lecture de Bergson, le chronos, c'est le présent actuel, et l'aion, c'est ce temps virtuel qui n'existe pas, mais qui est quand même, je dirais, présent dans notre présent, qui accompagne virtuellement notre présent. Donc, pourtant, chez les stoïciens, l'incorporel stoïcien est éminemment paradoxal. Donc lui qui n'existe pas, mais n'en double pas moins l'existence. Donc selon Breillet, toujours, je cite, l'exprimable, l'incorporel double l'existence des corps comme l'exprimable en tant que vide étant. Donc l'exprimable, c'est ici le sens incorporel qui n'est pas à confondre avec les propositions faites de mots, assemblage de corps, selon le partage stoïcien. Donc, pour les stoïciens, cette notion d'incorporel, c'est pour comprendre le langage. C'est-à-dire que pour les stoïciens, le langage, c'est à la fois des corps et c'est à la fois de l'incorporel. Par corps, il faut entendre toute matérialité présente. Ça peut être une chose, ça peut être un élément, mais c'est aussi des sons. La langue est corporelle dans le sens où elle est émission de son. Mais pour les stoïciens, il y a aussi quelque chose de virtuel qui est de l'incorporel. Donc ce domaine paradoxal des incorporels où la logique ordinaire des rails n'a plus lieu d'être, Deleuze le met à l'époque pour son compte au service d'une pensée du devenir. Donc, dans une perspective nietzschéenne, Deleuze se sert ici des stoïciens pour établir la logique de l'affirmation du devenir. Donc, le devenir, bien qu'il soit impliqué, n'appartient donc pas au domaine des corps s'entrecausant. L'incorporel n'est ni un état de choses, ni une proposition qui, nous venons de le voir, se compose de corps. Grâce au couple de l'actuel et du virtuel, grâce au couple actuel et virtuel, les corps et les incorporels, Deleuze complique l'idée d'un langage représentant simplement des états de choses. Si la réalité du monde ne se borne pas à son aspect actuel, les états de choses baignent toujours dans leur halo de virtualité. Il en est de même pour le langage. En effet, l'articulation entre l'actuel et le virtuel s'applique aussi bien au langage qu'aux états de choses. Le langage n'est pas le reflet d'une réalité réduite à sa seule présence. Le présent des corps et le présent du dire dépendent d'un seul et même horizon virtuel, aussi bien événement que sens. Il y a quelque chose d'irréductible à ce qui arrive et à ce qui se dit, cet incorporel qui est aussi bien sens qu'événement. Deleuze le dira à l'époque, l'événement, c'est le sens lui-même. Donc le halo de virtualité propre au corps, le langage l'enveloppe dans son dire. C'est même cette virtualité qui le rend possible. Le sens de ce qui se dit a lien avec le monde. Le langage exprime le monde en son devenir. Il l'implique en tant que virtualité de ce qui lui arrive, l'événement. On comprend alors, je cite Deleuze, que si l'événement appartient essentiellement au langage, en revanche, le langage est ce qui se dit des corps. Avec les exemples de l'époque, Deleuze raconte, quand le couteau tranche la chair, il y a bien un rapport entre deux corps, mais ce qu'en recueille le langage dans la proposition « le couteau tranche la chair », ce n'est pas, nous dit Deleuze, le mélange des corps, mais les transformations incorporelles. Les causes ne concernent donc pas que les corps, leur présence, tandis que le langage implique quelque chose de toute autre nature, les événements, effets du mélange causal et devenir du monde. Nul décalque des mélanges des corps dans le langage. Celui-ci ne consiste pas à représenter, à refléter le procès causal, mais en exprimer les effets incorporels. Si l'événement appartient essentiellement au langage, on ne parle jamais pourtant de l'événement, pas plus qu'on ne peut saisir le sens d'une proposition. Le couple événement-sens rend possible le langage en déployant la surface incorporelle qui résulte du mélange des corps, mais ne se confond pas avec les propositions dans lesquelles il s'exprime.
L'événement sens est ce qui, des corps, remonte à la surface, non pas en tant que qualité, mais comme attribut incorporel qui s'enveloppe dans la proposition. Toutes ces distinctions peuvent sembler au lecteur ou à l'auditeur très abstraites, mais comme souvent chez Deleuze, une élaboration complexe, très complexe, peut s'appliquer à des cas très concrets. Pour comprendre le lien entre l'événement sens, l'événement essence, le lien entre événement et sens, prenons l'exemple de la blessure. S'il m'arrive un tel accident, la blessure s'incarne dans mon corps, mais est-ce tout ce qui arrive ? Si la blessure est assez grave, elle modifie le cours de mon existence, ce qui s'exprime dans l'expression commune « rien ne sera plus comme avant ». Ce que pointe cette expression commune, ce n'est pas le simple changement dans mon équilibre corporel que provoque l'accident, mais un autre type de transformation, sûrement moins visible, bien que tout aussi réelle. Ainsi, Deleuze insiste-t-il pour distinguer dans ce qui arrive la part de l'accident de celle de l'événement. Par accident, on entend ici tout ce qui affecte un corps, que ce soit de façon positive ou négative. Donc l'accident, dans ce qui arrive, c'est la part de l'effectuation spatio-temporelle procédant à une transformation dans l'ordre des corps. L'accident se comprend toujours au présent. Il arrive quelque chose dans la rencontre de corps, rencontre qui s'épuise dans son effectuation, bien qu'elle puisse laisser une trace sensible, à comprendre cependant comme un autre présent. S'il m'arrive un accident sortant d'ici, je perds ma jambe, bien évidemment, ça reste une trace physique, mais ça sera un autre présent. Je vivrai avec une jambe de moins au présent. L'événement, en revanche, concerne la part de ce qui ne s'épuise pas dans ce qui arrive. Il esquive le présent, car il est le moment de suspension temporelle où le temps déboussolé fait surgir la double question que Deleuze aime bien répéter. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Par suspension temporelle, on entend ici que le temps orienté de façon chronologique de l'avant à l'après dans une suite ininterrompue de présent déraille pour laisser place au temps achronologique ou non chronologique. Donc désorientation du temps ordinaire, la temporalité de l'événement va indéfiniment dans les deux sens à la fois, vers le passé et vers le futur, sans se résoudre dans un présent. Résumons, quelque chose arrive, un accident s'inscrit dans le corps, et l'événement désoriente. Le temps est alors suspendu, il y a une coupure dans la chronologie ordinaire. En effet, le temps de l'événement, l'aion, se comprend aussi bien comme césure, ou tel que Deleuze dira dans son dernier livre, en 91, un temps mort. Dans ce temps, il ne se passe rien, le temps de l'existence se résumant au présent, mais le temps vide, la temporalité impassible de l'événement a bien une incidence sur le présent. Rien ne se passera plus comme avant. L'événement suspend la chronologie qui finit bien sûr par reprendre son cours, mais dans une autre perspective. Autrement dit, l'événement ouvre une nouvelle chronologie, un nouvel horizon de sens. On comprend alors le lien entre le sens et l'événement. L'existence est ponctuée d'une multitude de décrochages où certaines choses prennent soudain sens, tandis que d'autres perdent le leur. L'existence se situe toujours dans une certaine perspective, dans un horizon problématique particulier qui projette un certain mode d'existence, c'est-à-dire un certain faisceau de relations avec les autres, avec les choses, avec le monde. La césure événementielle est le principe de changement de perspective, problématique de la création d'un nouveau point de vue, d'une perspective qui donne sens. Si nous sommes toujours dans une perspective, une chronologie, une certaine scansion spatio-temporelle, l'événement nous fait changer de plan, nous ouvre sans cesse de nouvelles chronologies, de nouveaux horizons de sens. L'événement, donc, ouvre sans cesse de nouvelles perspectives dans chaque vie, dit Deleuze en 1969. Dans la vie collective, disent Deleuze et Guattari en 1984. Ce qui a compté en 68, je cite les auteurs,
c'est que ce fut un phénomène de voyance, comme si une société voyait tout d'un coup ce qu'elle contenait d'intolérable et voyait aussi la possibilité d'autre chose. C'est un phénomène collectif sous la forme du possible, sinon j'étouffe. Le possible n'existe pas, il est créé par l'événement. Donc l'action, et là dans ce cas l'action politique, n'est pas l'actualisation du possible. C'est l'événement et les actions qui en découlent, qui engendrent de nouvelles possibilités. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez Rancière, qui dit en d'autres mots une chose semblable. Je cite, 68 a montré que ce qui importe dans un mouvement, ce n'est pas le but fixé, mais la création d'une dynamique subjective qui ouvre un espace et un temps où la configuration des possibles se trouve transformée. Pour le dire autrement, ce sont les actions qui créent les rêves et non l'inverse. Donc, pour Deleuze et Guattari, cette nouvelle configuration de possible correspond, je cite, à une nouvelle subjectivité, nouveau rapport avec le corps, le temps, la sexualité, le milieu, la culture, le travail. Mais voilà, cette nouvelle subjectivité apparue par l'horizon de sens et d'action ouvert par l'événement est impossible. Bien qu'expérimentée en partie en 68, elle reste toujours virtuelle. Je cite à nouveau les deux auteurs, « Quand une mutation sociale apparaît, il ne suffit plus d'en tirer les conséquences ou les effets suivant des lignes de causalité économique et politique. Il faut que la société soit capable de former des agencements collectifs correspondant à la nouvelle subjectivité, de telle manière qu'elle veuille la mutation. Ces agencements collectifs existent-ils en France ? Là est bien le problème. La société française n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et cette incapacité de la société d'actualiser ce possible est bien ce qui la rend malade. C'est ce que disent les deux auteurs, je cite à nouveau. « Mai 68 ne fut pas les conséquences d'une crise, ni la réaction à une crise. C'est plutôt l'inverse. C'est la crise actuelle, on est en 84, c'est la crise actuelle, ce sont les impasses de la crise actuelle en France qui découlent directement de l'incapacité de la société française à assimiler mai 68. Ceux qui veulent enterrer mai 68 l'assimilent à une crise. Crise de la jeunesse qui ne veut pas étudier, travailler, mais s'amuser. Oublier, par ailleurs, le mouvement ouvrier, Flins, Sochaux et le débrayage de nombreuses institutions. Nos deux auteurs, en revanche, renversent la chose. En tant qu'événement, mai 68 ouvrait du possible qui ne s'est pas toujours actualisé en mutation sociale, d'où une crise qui ne fait que se prolonger. Je le rappelle, encore une fois, le texte est écrit en 84. Peut-on dire que cette crise est terminée ? Bien sûr que non, elle ne fait que se prolonger sans fin, voire s'aggraver. Pour saisir ce que les auteurs entendent parce que serait une réponse à la hauteur de l'événement, revenons un instant peut-être pour terminer à ce qu'ils appellent un agencement collectif. Pour ce faire, partons peut-être d'une pratique de Félix Guattari qui, à la clinique de Laborde, a vraiment expérimenté une nouvelle forme de pratique institutionnelle. Donc, dirigée par Jean Houry, la clinique de Laborde développe ce qu'ils appelaient la psychothérapie institutionnelle, qui vise à instaurer un rapport d'égalité entre les patients et le personnel soignant dans le cadre d'une dynamique d'émulation collective, véritable devenir institutionnel collectif. Guattari parle d'une évolution parallèle soignant-soigné, comme il le préconise ici dans le cadre d'une expertise sur l'asile grec de l'île de Léros. Je cite Guattari. Que soit implanté ici le maximum d'activités culturelles, sportives, d'ateliers d'ergothérapie, de clubs thérapeutiques dans l'esprit de la psychothérapie institutionnelle, de façon à faire évoluer parallèlement les soignants et les soignés. Une évolution parallèle donc, ou plutôt une évolution A-parallèle, le A, la particule privative, ou plutôt A-parallèle, comme nous allons le voir, qui engage une nouvelle forme d'agencement collectif. Pour mieux comprendre cette inventivité institutionnelle,
bon, il nous faut ici définir brièvement le concept de devenir de Deleuze et Guattari. Et le concept est développé dans 1000 plateaux avec le cas de la guêpe et de l'orchidée. Donc, soit une orchidée qui, pour se reproduire, attire la guêpe en lui offrant sa propre image. Excitée par l'image d'une de ses semblables, celle-ci se pose sur la fleur et, à son insu, participe à la reproduction de la fleur en apportant avec elle le pollen lors de son départ. Pour Deleuze et Guattari, expliquer la relation de la guêpe et de l'orchidée par un simple cas d'imitation est réducteur. La théorie du mimétisme ignore le processus de devenir à l'œuvre dans cette rencontre. Si le mimétisme postule un processus d'identification, tendre au même, le devenir est un processus de production de la différence où, dans la rencontre, chaque élément devient autre. Il y a tout aussi bien un devenir guêpe de l'orchidée que devenir orchidée de la guêpe. Car si la guêpe prend part à la reproduction de l'orchidée, celle-ci devient en retour organe sexuel de la guêpe. La rencontre crée un bloc de devenir où chaque terme devient autre. Il y a une double capture des termes qui se détérioralisent l'un l'autre. Il y a apparition de deux séries hétérogènes. Il y a bloc de devenir, car le devenir se crée toujours dans la rencontre, et ce devenir n'est pas un processus d'identification, ce n'est pas le même devenir pour les deux termes, mais un double devenir. Autrement dit, il y a une relation à 4 termes. La rencontre de la guêpe et de l'orchidée, le devenir guêpe de l'orchidée et le devenir orchidée de la guêpe. Et politiquement, dans le cas du rapport soigné-soignant évoqué par Guattari, il y a la rencontre entre soignant et soigné, le devenir soigné des soignants et le devenir soignant des soignés. Double devenir, donc, car il y a réciprocité, chaque thème déterritorialise l'autre, ainsi que prise de consistance d'un bloc de devenir non parallèle ou asymétrique, car chaque terme diverge en se prolongeant pour son compte dans un processus de variation. Guattari dit qu'ainsi les soignants perdent leur cuirasse d'inhumanité, tandis que les soignés retrouvent l'accès à la communication sociale. On comprend bien qu'il n'est pas ici question que les soignants deviennent fous, ni que les fous deviennent le personnel soignant, mais bien de développer une théorie collective basée sur la promotion de l'altérité, où il s'agit de changer radicalement une pratique qui rend malades les fous aussi bien que les soignants. Dans le cas d'une vraie, entre guillemets, c'est-à-dire politique, rencontre entre le soignant et le soigné, il y a composition d'un bloc de devenir, mais cette composition a la particularité de produire une variation supérieure de chaque terme. Chaque position initiale, telle que produite par la société, le fou, le soignant, rentre dans un nouveau rapport de force, fou et soignant et fou, et chaque terme initial atteint ainsi un seuil de variation accru du fait que dans chaque nouveau rapport, il enveloppe pour son compte la puissance du terme rencontré. Ici, pour le dire autrement, le rapport inégal entre celui qui s'occupe de, voire celui qui ordonne à, et celui qui subit, se laisse soigner, obéit, se change en autre chose, en un nouveau rapport au sein d'un nouvel agencement collectif. Donc, dans les termes de Deleuze-Guattari, ce double devenir, cet agencement collectif, c'est une réponse parmi d'autres à la nouvelle subjectivité apparue en 68. Mais si vous cherchez cette proposition de Guattari dans 1000 plateaux, vous ne la trouverez pas. C'est un mode de subjectivation expérimenté à la Borde qui fonde la théorie de blocs de devenir de 1000 plateaux qui, elle, traite plutôt de la guêpe et de l'orchidée. Donc un concept où l'origine politique du concept n'est pas ce qui est mis de l'avant. Pourtant, comme j'ai essayé de le montrer, il s'agit bien d'une possibilité institutionnelle créée dans l'horizon de 68, une possibilité institutionnelle en sens encore virtuel, même dans les textes des deux auteurs, qui politiquement doivent peut-être se relire dans un va-et-vient entre la pratique et les écrits un peu embrouillés de Guattari et de sa bande, et du travail de conceptualisation à la fois de Deleuze et des deux auteurs, de Deleuze et Guattari.
Donc je vais juste finir sur une petite chose par évoquer Saint-Just, ça m'est venu récemment, c'est que Deleuze, dans le livre de 65, Sa chère Majoche, dit « Saint-Just est un auteur très intéressant parce que Saint-Just disait il faut moins de lois et plus d'institutions dans la Révolution. À la limite, il ne faut plus de lois, il faut que des institutions. » Et je me disais, finalement, là est peut-être l'apport philosophique de Deleuze et Guattari, c'est une pensée de l'institution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croule sur les lois, c'est-à-dire les lois, c'est les lois, c'est les règles, c'est le management. Toutes les réformes politiques d'aujourd'hui tendent vers la loi en général, et peut-être que, effectivement, une des leçons politiques et théoriques de 68, c'est qu'il nous faut plus d'institutions. Merci.